Bonjour à tous. Merci à Christine et au Copes, et je le pense. Oui, vous savez pourquoi elle dit ça ? Là aussi, je vous mets un petit sous-titrage. C'est parce que quand je leur ai proposé ce thème-là, toutes les deux, avec un enthousiasme qui est à la hauteur de leur sens clinique, elles ont dit « Ah oui, ça c'est un thème nécessaire, c'est un thème intéressant, c'est un thème qu'il faut travailler », donc elles ont accepté. Et puis chemin faisant, quand il a fallu écrire, travailler autour de ça, j'ai senti arriver jusqu'à moi des mouvements agressifs de « mais pourquoi on lui a dit oui ?» Et ils n'étaient pas trop dissimulés, parce qu'on se connaît assez pour que ça puisse arriver. Donc voilà, voilà je te dis merci, et c'est vrai. Sous-titre exact. Bien. Alors les émotions accompagnent nos pensées, nos actes, notre activité sociale ou réflexive. Elles sont un lien unifiant entre le corps éprouvé et les représentations, images et mots. Les émotions se ressentent, se taisent ou se parlent, à soi-même comme avec les autres. Elles donnent la saveur des choses de la vie par petites touches, mais elles peuvent aussi envahir et fracter. Il arrive qu'elles se tarissent, et l'on sait combien le sujet perd alors une des boussoles de son être au monde. Certaines sont puissantes, entêtantes, et s'imposent au sujet qui s'en passerait volontiers. Ainsi, la jalousie instille un venin bilieux, le doute, l'interprétation, contamine les pensées de celui qui l'éprouve. La colère, et davantage encore sa version paroxystique, la rage, emporte le sujet, le dépossède de lui-même. Il se dit d'ailleurs hors de lui. Avec l'effroi, le sujet ressent les confins glaçants de la peur, frôlant la menace vitale. Parmi les émotions, la honte est insidieusement une des plus intolérables. Et même quel point de bascule instaure cette émotion prédatrice du narcissisme, mais qui parfois est aussi protectrice du narcissisme. La honte impose au sujet d'être vu alors même qu'il voudrait disparaître, avec un ressenti qui va du ridicule à l'indignité. On en parle peu, elle est indicible par essence, puisque la dire, c'est prendre le risque de la faire ressurgir. On peut dire qu'avec la honte, le sujet souffre deux fois, de l'éprouver, puis de la taire. Et s'ajoute l'angoisse qu'elle se reproduise. La honte ressentie est alors proche de l'expérience traumatique. Le vacillement narcissique qu'elle suscite est alors désubjectivant. Et pourtant, que serions-nous sans la honte ? Tu n'as pas honte, dit-on à celui qui a franchi les limites de l'acceptable ou de l'inacceptable. La honte est un marqueur de l'atteinte à la dignité, c'est qu'elle suppose donc une conscience, même minime, de sa propre dignité. Éprouver la honte permet de s'épargner certaines expériences de honte. Elle est donc aussi nécessaire et protectrice et donc subjectivante. La réapparition de la honte est le signe d'un retour à soi-même et au social, selon Sylvia Amati. Jusqu'où se risque le sujet qui ne ressent pas la honte, le risque d'une perte de contact avec lui-même comme avec les autres, la perte de ce qui le fonde comme de ce qui l'unifie. Se sentir honteux est un signal de l'effraction d'une frontière. Par essence ancrée dans le narcissisme, la honte permet une ligne de partage entre deux tendances opposées qui vont de l'estime de soi au mépris de soi. La honte silencieusement traverse la protection de l'enfance. J'écoutais ce matin Bernard Gols et je me disais que les parents de la protection de l'enfance sont un peu comme les parents d'autistes des années 80, c'est-à-dire qu'ils sont coupables, considérés comme coupables de ce qui arrive à leurs enfants, même quand les enfants sont placés très très jeunes, très très tôt. Donc silencieusement, je disais la honte silencieusement traverse la protection de l'enfant, silencieusement car elle se déduit, se suppose, plutôt qu'elle ne se dit, encore moins qu'elle ne s'observe. C'est plus souvent une hypothèse clinique permettant de comprendre une situation, une attitude, un mode de relation. Qui est susceptible d'éprouver la honte ? L'enfant, sa mère ou son père, et aussi le professionnel, quel que soit son rôle, sa formation ou sa fonction, ou le lieu de son exercice. Un exemple. Une jeune psychologue assez proche, très très proche, que j'ai bien connue au début de sa pratique, recevait des enfants
et des adolescents dans un foyer qu'on n'appelait pas encore une MEX, une maison dans un grand parc et dans une annexe à côté du secrétariat et du bureau du directeur, celui de la psychologue. C'était une pièce agréable, comportant des fauteuils en bois à 4 pieds, dans le style scandinave, disposés autour d'une table basse qui permettait jeux, dessins, pâte à modeler. Kevin vient très régulièrement rencontrer la psychologue. Kevin a 7 ans, c'est un enfant qui peine à rester en place. Enfant carencé, enfant abandonnique, il est dans le mouvement bien plus que dans la parole et ne porte qu'un intérêt moyen au support à disposition. C'est assez décourageant pour la jeune praticienne qui s'épuise en propositions que Kevin ignore. Kevin ne veut pas parler, ne veut pas jouer, il repousse les feuilles et les feutres. Le plus souvent, il reste debout, évoluant dans la pièce, longeant les murs, effleurant les poignées du placard ou de la fenêtre. Il casse ou déchire parfois. Explore-t-il, s'ennuie-t-il, donne-t-il à voir ce qu'il ne peut pas dire? Il est peu accessible. La psychologue ne se sent pas très psy, elle n'arrive pas à penser grand-chose et se sent soulagée au moment où elle met fin à la séance. Elle en reconstitue par écrit le déroulé, n'y trouve pas davantage de sens, elle déprime un peu, se laisse aller au négativisme, se sent dévitalisée, fatiguée, sans énergie. Décidément, elle n'y comprend rien. Les seuls moments où Kevin supporte de se poser sont ceux où il s'installe, allongé, sous le fauteuil de la psychologue. Pour elle, c'est le pire moment. À l'incompréhension, à l'impuissance, au vide de pensée, s'ajoute une gêne croissante. L'enfant est là, allongé à plat ventre ou sur le côté en chien de fusil, parfois sur le dos. Il reste là quelques minutes sans mot dire. Il se glisse par l'arrière du fauteuil, s'installe sous l'assise. Il disparaît au regard de la clinicienne et sa parole, les mots qu'elle cherche de séance en séance, n'ont plus d'adresse. Elle parle à la cantonade et quand elle reste silencieuse, une gêne de plus en plus désagréable l'envahit. Elle sait le corps de l'enfant sous elle, sous son séant. Souvent n'y tenant plus, elle se lève. L'enfant se dégage de son abri, mais la fois suivante, il recommence. Une pensée va peu à peu prendre forme, s'imposer à l'imaginaire de la jeune professionnelle dépassée. Une pensée récurrente qui va transformer le mal-être en un sentiment plus désagréable encore. Cette pensée obsédante de séance en séance est traversée par l'idée de faute et par celle de faillite. Cette pensée, elle pourrait se dire ainsi. Et si le directeur, dont le bureau n'est pas très loin, à quelques mètres, et si le directeur entrait soudainement, surprenant cette scène qu'elle trouve elle-même pitoyable, tellement pas conforme à sa propre représentation d'un entretien clinique, mais que penserait le directeur s'il surprenait la psychologue et l'enfant glissé sous son siège? De quelle transgression, de quelle faute serait-il alors l'agent révélateur? C'est en regardant par les yeux de ce troisième personnage convoqué imaginairement et à qui sa position hiérarchique confère autorité que le désagrément est devenu insupportable, que la préoccupation est devenue angoisse, une angoisse particulière, mélange de désarroi, de tourment, d'abattement, une angoisse qui donne envie de disparaître, la honte. Il a fallu se déprendre de son poison et du silence qui l'accompagne pour en parler en supervision, par exemple, pour dégager la clinicienne de ses pensées moïques, que va-t-on penser de moi, pour interroger ce que Kevin mettait ainsi en acte, pour comprendre dans le transfert cette séquence signifiante, même si elle apparaissait dépourvue de sens, à la clinicienne débutante qui se débattait avec ses éprouvés éprouvants et ses pensées impensables. Kevin, l'enfant placé tout petit, l'enfant sans contact avec sa famille, qui a perdu de vue sa mère, ou bien le contraire, l'enfant que la mère n'a plus sous son regard. Engager ainsi son corps pour représenter l'indicible émotion d'une insoutenable perte. Être sous le siège de la psychologue, c'est être à la fois hors champ et proche de son corps, recréant un continuum corporel, une intimité perdue. La scène condense tout à la fois le lien le plus archaïque à la mère, celui d'avant la séparation des corps, d'avant la naissance, et l'actuel de la disparition de la mère dans les suites du placement. Comme toujours, il s'agit d'interroger dans le transfert ce par quoi est traversé le thérapeute. Ces mouvements psychiques sont autant de fenêtres sur la problématique de l'enfant. À qui appartient-elle cette honte? Qui est porteur de l'opprobre? Est-ce la clinicienne réduite à l'impuissance face à l'ampleur de la souffrance de l'enfant? Est-ce l'enfant,
dans sa douleur du manque maternel, l'enfant responsable, voire coupable de l'abandon qu'il subit et portant son placement comme la preuve de sa faute. Je cite Primo Levi, « Cette honte bien connue de tous, celle qu'éprouve le juste devant la faute commise par autrui ». Et dans l'arrière-plan de cette relation duel, de cette impossible rencontre entre l'enfant et la psy, il y a l'ombre de la mère, dont l'absence impose une présence diffuse au silence assourdissant. La mère éprouve-t-elle la honte ? Serait-ce un motif de sa disparition ? Dans cette séquence clinique, on repère des ingrédients communs à nombre de situations suscitant la honte. Le corps, l'intimité, le regard dans sa valence jugeante, la surprise, effractante, le secret, imposant le silence, le narcissisme qui est ébranlé, et une tonalité sexuelle plus ou moins affleurante. Quelque chose aurait dû rester caché qui est découvert. La honte articule l'intime du sujet et l'autre, un autre réduit à un regard. Surpris, le sujet honteux est vulnérable, la révélation de ce qui est caché et son corollaire, le sentiment de faute, touche l'être plus que les actes. La culpabilité concerne généralement les actes du sujet. Je suis coupable de ce que j'ai fait. J'ai honte de ce que je suis, a-t-on coutume de dire. Là est le vacillement narcissique. Destitué, déclassé, indigne, la faute à expier, le renversement d'une figure d'idéal qui n'est révélée que par sa chute. La honte, je cite Paul-Laurent Hassoun, la honte est cet affect qui saisit le sujet à l'improviste, en situation, et le confronte à un vécu irrécusable de confusion qui suppose une faillite d'idéal. Un idéal essentiellement surmoïque, intransigeant, écrasant, totalitaire, un idéal qui fait norme. L'intervention sociale, particulièrement auprès des familles, met à jour les déboires de l'intime et bien souvent, le sujet est exposé et les supposés remèdes prennent des allures de sanction, voire de punition. Le placement en est une illustration. En cela, le travail social recèle des situations de honte, même s'il est complexe de les repérer, et si c'est rarement l'angle par lequel la situation est approchée. Les familles, enfants comme adultes, sont bien souvent aux marges d'une organisation sociétale qui les assigne à cette place, et le placement ne fait que renforcer cette stigmatisation. Dès lors, la honte sociale, avec le sentiment d'illégitimité sociale qu'elle suscite, est à l'origine de ravages psychiques qui ne sont pas toujours repérés. Comment parler de la honte dans le travail auprès des familles de la protection de l'enfance, du placement et des visites médiatisées, qui est celui de notre clinique ? Une clinique qui se situe au carrefour du soin, de l'institutionnel, du judiciaire, une clinique du sujet et de l'intersubjectivité qui s'exerce dans un cadre contraint, l'ordonnance de placement, la notification de visite en présence d'un tiers, sous le regard de professionnels, plus souvent ressentis comme les agents d'un pouvoir jugeant, voire destituant. Le vol. Salim et Hector, les deux fils de fières dames, sont placés en urgence à 9 ans suite aux plaintes de l'un d'eux qui l'accuse de maltraitance. Le contexte familial est hyper conflictuel, opposant père et mère qui, bien que séparés, n'en finissent pas de se déchirer. Dans les suites immédiates du placement dont elle récuse les motifs, Fière Dame ne répond pas aux sollicitations des travailleurs sociaux de l'ASE. Elle disparaît, se terre, et quand elle réapparaît, elle crie, accuse. C'est une des mères réputées impossibles qui sont adressées à notre service de visite médiatisée spécialisée. C'est après 2 ans de relations très discontinues avec ses fils et très conflictuelles avec les services de l'ASE et les services de soins que nous faisons sa connaissance. Les premiers contacts par téléphone sont houleux. À la première rencontre, elle fait preuve de froideur et ne laisse aucun espace pour la parole d'autrui. La reprise des relations avec ses fils est un moment de tension. Elle se montre hautaine, inaffective. Son discours est accusateur. La tonalité de ses propos est méprisante. Elle n'a aucun geste d'affection à leur égard. Face à cette attitude, ils ont le choix entre la soumission ou la fuite. Chacun choisira dans cette alternative. L'un ne reviendra pas, préférant se priver de sa mère mais éviter les reproches et les accusations, et l'autre, pour la retrouver, paiera le prix de l'assujettissement par sa compliance, subissant à chaque rencontre les salves de l'agressivité maternelle. Nous assistons au déluge de remarques ironiques, de critiques que nous peinons à contenir, car la moindre de nos paroles renforce sa dureté.
Nous assistons à la capitulation de l'enfant. Comme lui, nous sommes réduites à l'impuissance, condamnées à la passivité. Après quelques mois, un passage à l'acte du jeune garçon précipite une rupture brutale. Salim, tout en montrant une docilité qui n'adoucit en rien sa mère, profitant d'un moment de distraction de cette dernière, prend de l'argent dans son porte-monnaie. Il est vite découvert et fière dame explose de rage. Elle lui tombe dessus. Voleur, son fils est un voleur. C'est insupportable tant cela vient la heurter. Il vole de l'argent qu'elle gagne durement, l'argent qu'elle économise pour envoyer au pays, l'argent d'ici pour ceux de là-bas qui en manquent cruellement. Et c'est son propre fils, la chair de sa chair, qui est un voleur. Elle hurle, invective, sanglote, s'effondre. Salim est sidéré. Puis il fuit le flot injurieux de sa mère, il quitte la salle, le service, part dans la rue, les éducateurs le retrouveront plus loin et plus tard. Était-il submergé par un sentiment honteux, celui d'avoir failli à satisfaire sa mère, lui qui s'appliquait en tout point à se conformer à ses attentes ? Même après le départ de son fils, la mère reste ravagée par la douleur et le sentiment de trahison. Et nous pressentons qu'il ne s'agit pas du vol, ou pas que du vol. Un barrage a cédé, un flot douloureux, ancien et actuel, la submerge. Jamais elle ne s'est montrée ainsi. Elle quitte le service en larmes, mais c'est la première fois qu'elle tolère que l'on s'adresse à elle, la première fois qu'elle parle et montre ce qu'elle éprouve. Mais après cette rencontre, elle disparaît. Encore, dira-t-on. Les visites médiatisées s'interrompent, avant de reprendre quelques mois plus tard sur une tonalité tout autre. La mère s'est adoucie, humanisée, sans que l'on puisse comprendre les motifs d'un tel revirement. Elle ne montre pas d'agressivité, au contraire, elle a des gestes et des paroles empreintes de douceur pour son fils, qui de son côté est heureux de la retrouver. Des échanges sont devenus possibles. Dans ce contexte pacifié, après Selim, c'est Hector, le fils qui avait dit non aux visites médiatisées, qui renoue avec sa mère, et lui aussi reçoit de l'attention. Fière dame prend confiance et la communication est rétablie avec divers professionnels. L'évolution spectaculaire de la situation amène une ouverture de droits, un assouplissement des modalités de rencontre, sans tiers, puis des week-ends, des vacances. Jusqu'à la majorité des jeunes garçons, nous gardons une mesure d'entretien familiaux. La restauration de chacun et de leurs liens est amorcée, puis consolidée à partir de la nouvelle communication mère-fils. C'est au cours de cette période qu'elle va se confier. Elle relate son histoire, l'exil, la rencontre avec le père de ses enfants, sa grossesse, l'abandon par cet homme devenu violent qui l'a trompée, dépossédée et coupée de son travail, de sa famille. Les larmes la rattrapent quand elle parle de l'aide qu'elle a recherchée en vain auprès de son propre père, sa seule famille en France, de la façon dont il l'a rejetée. Elle dit son combat quotidien pour s'occuper de ses fils, pour subvenir à leurs besoins et aussi pour les éduquer, pour qu'ils marchent droit. Le placement dans les suites des accusations de maltraitance a été un séisme dont elle ne s'est jamais remise. C'est alors qu'elle dit la honte, ne pas pouvoir sortir de chez elle, ne pas pouvoir affronter les questions des voisins, leur regard forcément accusateur. Elle si droite, ayant des valeurs éducatives strictes et indiscutables, comme un modèle à perpétuer. Comment pouvait-elle faire face avec deux garçons qui ne suivaient pas ses exigences au doigt et à l'œil ? D'autant qu'ils étaient aussi instrumentalisés par le père dans le but de la fragiliser. Mère courage, devenue mère indigne, mère destituée, l'absence de ses enfants était une marque d'infamie. Alors elle s'est rendue invisible, fuyant le regard des voisins pour éviter l'opprobre. Elle s'est muée en combattante face à un environnement devenu par projection hostile et persécuteur. Le surinvestissement d'une position agressive est la seule façon pour elle de se présenter au monde, c'est sa cuirasse. Elle n'est pas revenue sur la scène du vol dans son porte-monnaie, ni sur le bouleversement émotionnel qu'il a suscité, faisant voler en éclats sa carapace et laissant sa détresse à nu, au point qu'elle ne puisse que disparaître à nouveau. Honte du vol, honte du placement éprouvé comme un rapt, les deux scènes entrent en résonance signifiante. Son attitude froide et hostile lors de la première séquence de visite médiatisée peut être comprise comme une mobilisation défensive pour se protéger du risque d'hémorragie narcissique, de la perte mutilante. Quand bien plus tard, en sanglotant, elle nous relate sa vie, nous mesurons combien l'accusation de maltraitance par l'un de ses fils, et sa conséquence le placement, a précipité fière dame dans la détresse.
Fuyant l'échec, l'infamie du placement, elle disparaît, ne veut se montrer à personne, et quand elle réapparaît 2 ans plus tard, alors que rien n'a été traité du ravage de sa vie, du désaveu de sa position maternelle, elle est devenue une guerrière. La honte est transformée par renversement en agressivité, les affects gommés, griffes et crocs prêts, l'offense l'a rendue offensive. Dénié, voire forclos, le sentiment de honte est transformé en son contraire pour éviter de ressentir sa propre indignité. L'arrogance, le mépris affiché par cette mère prennent sens autrement dans l'après-coup et grâce à un travail qui a duré des années. Ce sont des figures de la haine dont l'intensité est un indice de l'ampleur de la vulnérabilité sous-jacente. Je cite le romancier James Baldwin. « J'imagine que l'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent de manière si tenace à leur haine, c'est qu'ils sentent bien qu'une fois la haine disparue, ils se retrouveront confrontés à leur douleur. » Il est rare que les parents, tels fiers d'âme, soient en capacité de parler de ce vécu de honte, tant est pénible sa seule évocation, et sans doute aussi car ils n'en ont pas vraiment conscience. Le travail des professionnels trop souvent effleure sans en prendre la mesure cette part honteuse que constitue un placement pour des parents, quelle que soit leur défaillance. Fréquemment, on attend d'eux qu'ils avouent, qu'ils reconnaissent, qu'ils regrettent, on attend d'eux qu'ils éprouvent de la culpabilité, alors qu'ils sont paralysés par la honte. L'époque est à la valorisation de l'aveu et du pardon. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur la cote actuelle de ces notions. La culpabilité a ainsi gagné quelques lettres de noblesse. Mais la honte. Une des questions laissées ouvertes par cet exemple, à l'instar de beaucoup d'autres, concerne la nature de cette honte. Honte de quoi? Honte du regard des autres, du jugement des autres, certes, la honte est auto-centrée. La maltraitance à l'endroit des enfants, les agirs violents n'ont pas été niés, mais pas reconnus non plus. Ni identification aux enfants, ni culpabilité. La honte est venue avec la sanction, c'est la honte du placement, ou plus exactement, de la faillite maternelle que le placement suppose. Et l'affront narcissique est tel qu'il arrive fréquemment qu'il fasse barrage à la remise en cause. La honte de ce que l'on pense de moi a pris le pas sur une potentielle culpabilité de la violence que j'ai agi. La protection de l'enfant se fait au prix d'une ingérence dans la sphère privée qui n'est pas sans violence ni conséquence. Les actes sont jugés et sanctionnés, mais c'est le sujet qui porte la faute. Le placement, par la destitution narcissique, la dégradation identitaire qu'il impose, instaure une dissymétrie, infériorisation de l'un, domination par l'autre, ainsi naît la honte sociale. Didier Héribon, sociologue, traite la question de la honte sociale et la façon dont elle tend à être escamotée derrière d'autres thématiques qui servent d'écran, par exemple l'agressivité. Intéressé depuis toujours par les rapports complexes entre minorités et agents de domination, le chercheur s'est appuyé sur son histoire de vie pour débusquer, théoriser, combattre toutes les formes d'oppression du sujet. Parler de la honte sociale suppose une position d'extériorité, mais s'être affranchi du groupe des opprimés conduit à des sentiments mêlés de rejet, mais aussi de trahison. Dénoncer la honte que l'on a ressentie peut-il se dire autrement que dans la langue de l'oppresseur? Se dégager de la violence de la norme n'est-il pas une façon de lui reconnaître droit de cité? On n'en a pas fini avec les paradoxes. Comment la prise en compte des divers composants de la honte peut-elle ouvrir vers une clinique qui prenne soin du sujet sans que l'aide l'assigne à une place d'infériorité? Comment sortir du paradoxe d'une aide qui assigne des places hiérarchisées? Comment reconnaître la honte sans participer à la fabrique de celle-ci? Désigner ce qu'il éprouve suppose de s'en différencier, mais revendiquer cette distinction, en avoir fini avec, accroît malgré soi le stigmate que l'on veut dénoncer. Bon, je vais tout de suite passer la parole à Dany Lefebvre, puisque c'est une intervention de partie, de volets. Mais en t'écoutant, je me disais que pour bien penser, ce qui est essentiel dans un premier temps, c'est de formuler clairement les questions, d'être dans un questionnement qui n'a pas peur des contradictions et des paradoxes. Et merci de nous le montrer avec ce sens clinique si fort. Merci beaucoup. Madame Lefebvre.
Un jour, ils se sont retrouvés dans le bureau du juge. Lui, le père, a protesté. Elle, la mère, a baissé la tête. Ils ne voulaient pas que ça recommence. Elle savait que ça finirait comme ça. Ils ont essayé de s'en sortir. Ils se sont battus contre l'adversité. Ils ont rêvé être de bons parents. L'alcool, la précarité, la violence, l'exclusion ont eu raison de leurs rêves. Jennifer et Priscilla seront placées en famille d'accueil. Ils les verront en visite médiatisée. La honte. Dans notre service, nous recevons des hommes et des femmes honteux. La honte a toujours été au rendez-vous de leur vie, inéluctable, implacable. Beaucoup ont reçu la honte en héritage et vivent dans la précarité, définie par Jean Furtos comme perte des objets sociaux, travail, logement, diplôme, perte aussi de ce qui est idéalisé dans notre société en rapport avec un système de valeurs, de ce qui fait lien et donne un statut, une reconnaissance d'existence et la possibilité de relation avec autrui. La mesure éducative, qui se concrétise par le placement des enfants, engendre une perte en limitant brutalement la fonction parentale. Il en résulte le sentiment de n'être plus parent. La perte de ce dernier statut social valorisé est une épreuve qui atteint l'estime de soi. Elle inflige une blessure narcissique extrêmement douloureuse, quelle que soit la responsabilité des parents à l'endroit de leur enfant. L'échec social confronte celui qui le vit à sa propre impuissance, à son incapacité, et le relègue à la périphérie du monde. On est sur la même terre, mais pas dans le même monde, disait une mère. Les parents des enfants placés expriment massivement le sentiment d'être humiliés, non reconnus, non pris en compte, stigmatisés. Ce qui renvoie au paradoxe du phénomène de l'invisibilité sociale. Pour être mal vu, il faut avoir été préalablement vu, mais avec une visibilité grevée de représentations négatives stéréotypées. C'est cette stigmatisation qui peut être interprétée comme un phénomène d'invisibilisation. Voici les propos d'une mère recueillis dans le cadre de l'Office national de la pauvreté. « Ça me vexait beaucoup et tout le monde le savait dans le quartier. Il y a des rumeurs qui disent des grandes gueules. C'est au Shopee que j'ai su ça. En faisant mes courses, j'étais dans un rayon. J'ai entendu en parlant de moi, vous savez quoi? Cette femme-là, ils lui ont retiré ses mômes. Vous vous rendez compte? J'avais la honte. » Nous rencontrons sur la scène des visites médiatisées un certain nombre de parents qui ont en commun la honte d'avoir un enfant placé et pour certains connu celle d'être un enfant placé. De leur honte, ils ne parlent pas, mais elle se manifeste à travers leur attitude et leurs revendications. Ils ont honte d'avoir honte et peur de nommer ce qui les habite. L'expérience vécue comme honteuse de voir son enfant en présence d'un tiers se révèle souvent à travers la colère. La honte incite au silence, à moins qu'elle ne se retourne en son contraire pour mieux se masquer. La colère, le retournement, exhibition, l'un des destins de l'affect de la honte. La colère est un moyen de lutter contre la honte, une manière de sauvegarder sa dignité. Le sujet honteux est un sujet qui se voit être vu. Mais de quel œil, demande David Bernard? Du mauvais œil, bien sûr, celui du surmoi, dont les effets pourront être redoublés par l'autre objet de cette instance, la voix, le regard qui surveille et la voix qui juge. Le dispositif de visite médiatisée, appelé encore visite en présence d'un tiers, prévoit que parents et enfants ne se verront qu'en présence d'une ou deux personnes pendant un temps déterminé. C'est le juge des enfants qui prend cette décision. Dans notre service, ce sont 2 psychologues qui accompagnent ce temps de rencontre, le plus souvent 1 heure par mois. Si l'indication de visite en présence d'un tiers est pertinente à la vue de la relation très perturbée, de la pathologie, des comportements inadaptés ou imprévisibles des parents ou de la fragilité de l'enfant, il n'en demeure pas moins que cette situation est intrinsèquement violente. L'intimité du lien parent-enfant est exposée au regard d'un professionnel tenu, je cite, de transmettre une analyse de la visite à la personne morale à qui le mineur est confié, généralement l'aide sociale, et au juge des enfants, selon le rythme et les modalités fixées par la décision prise par ce dernier. Cette analyse doit mettre en lumière les effets des visites sur l'enfant, mais aussi sur la qualité et l'évolution de la relation entre l'enfant et son ou ses parents. Le tiers convoqué dans ce dispositif est invité à porter un jugement, une évaluation. Cette situation potentialise un vécu de honte chez des sujets au narcissisme endommagé. Le professionnel qui accompagne ce temps de rencontre n'est pas exempt de sentiments de honte, même si
L'objectif d'un tel dispositif a un sens et qu'il use de tact et de bienveillance pour ne pas blesser les personnes qui y participent. Il est traversé par des affects confus de malaise. Observateur obligé d'une scène intime, il peut se sentir intrus, voyeur, comme s'il regardait par le trou de la serrure. Certains parents, sans vergogne, dirons-nous, ne se privent pas d'en dire quelque chose de ce regard porté sur eux. « Qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme ça ? C'est pire qu'en prison, vous êtes des gardes-chiourmes. Regardez-nous bien et puis allez l'écrire vos petits rapports. » Pour les parents, dans le cadre de la visite médiatisée, le regard du témoin agit comme un miroir, regard qui révélerait au sujet son incomplétude, ses ratages. Regard qui mettrait à jour ou confirmerait le décalage entre l'image narcissique de soi, idéale, et une image dans le regard de l'autre d'un soi défaillant, imparfait, pas à la hauteur de l'idéal du moi. L'un des enjeux majeurs du travail clinique dans ce contexte pourrait bien être de déjouer la honte et de reconnaître le sujet dans sa capacité de parent. Pas une mince affaire. Je m'attendais à ce que les éducateurs viennent chez moi. C'était normal pour protéger les enfants. Je comprends qu'ils évaluent mes compétences. Avec tout ce qu'on voit dans les journaux, je comprends leurs craintes. On ne peut pas admettre la récidive. Je sais qu'il y a des parents qui se croient capables et qui ne le sont pas. Si c'était dans le but de les récupérer, mes enfants, je me pliais à cette intervention. Mais en contrepartie, il faut pointer les efforts des parents, reconnaître leurs progrès. Il faut différencier les parents qui veulent s'en sortir des autres. Les droits des parents sont bafoués. Il faut les aider, ne pas les juger et les encourager. Cette mère ne conteste pas les mesures de protection de l'enfance, mais revendique la reconnaissance des progrès des parents, la reconnaissance de leurs droits. L'injonction qui est faite dans le travail social dans les dernières décennies invite à faire un travail avec et travailler avec le positif du parent. Dans les textes de loi 2002, Rénovons l'action sociale, on peut lire toutes sortes de recommandations visant à considérer les parents comme des partenaires, à les faire exister en leur qualité de parents. Mais l'écart entre un discours qui se réclame d'une éthique de la reconnaissance et la réalité, il peut y avoir un fossé. Les formules incantatoires, vous êtes toujours les parents, vous avez l'autorité parentale, vous êtes des co-éducateurs, sont mal vécues lorsque dans les faits, cette reconnaissance se traduit par une signature à apposer au bas d'un document, souvent en urgence, concernant une colonie de vacances ou une classe de nature, sans que le parent n'ait été ni concerté ni informé. Il arrive souvent, trop souvent, qu'un parent apprenne incidemment, au cours d'une visite, que son fils ou sa fille a changé de famille d'accueil pour un temps de vacances ou pour d'autres motifs. Nous sommes pris à témoin de ce déni de reconnaissance dont ils se sentent l'objet. Ce mépris les renvoie à leur invisibilité sociale. Ils font une fois de plus l'expérience de n'être pas considérés. Le discours sur la valorisation des compétences parentales procède de cet écart entre une volonté louable de changer de paradigme pour penser la place et le rôle des parents. Catherine Selné interroge cette notion de compétence dans ce qu'elle a de subtilement ambigu. La compétence comme concept normatif venant dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire participe à l'émergence d'un nouveau parent productif, doté ou non de bonnes pratiques, dont on attend des résultats validés par des experts. Du parent incompétent, nous passons au parent compétent, mais n'est-ce pas le même visage de l'évaluation qui se profile sous des habits plus neufs, tel Janus aux deux visages, la compétence n'est-elle pas seulement le retournement du même? Les parents que nous rencontrons dans le cadre des visites médiatisées sont pour beaucoup peu capables de répondre aux attentes normatives, ce qui a pour effet de majorer la douleur narcissique d'une image de soi décevante. L'espoir pour une personne qui porte la honte en soi, c'est le désir d'être d'abord acceptée pour qui elle est et non comme on voudrait qu'elle soit. C'est là que se situe notre clinique, dans une acceptation sans condition, dont on espère qu'elle sera le terreau d'une alliance. Dans cet espace de visite médiatisée, la demande de reconnaissance est particulièrement insistante. Elle s'exprime sur un mode de protestation, d'indignation ou d'effacement et de résignation. Paul Ricoeur ouvre un parcours de la reconnaissance, c'est le titre de ses derniers ouvrages. Ce parcours permet de nous décentrer de l'approche normative dont nous percevons les impasses. Certaines risquent fort de renforcer la honte. Dans une conférence de 2005 intitulée « Devenir capable, être reconnu », Paul Ricoeur explique son titre. «
Mon titre est double, dit-il. Il désigne d'une part les capacités qu'un agent humain s'attribue, d'autre part le recours à autrui pour donner à cette certitude personnelle un statut social. Les capacités peuvent être observées du dehors, mais elles sont fondamentalement ressenties, vécues sur le mode de la certitude. Il propose une phénoménologie de l'homme capable en termes de pouvoir, pas pouvoir sûr, mais de pouvoir d'eux. Pouvoir de dire. Je peux parler, dire quelque chose à quelqu'un, c'est un engagement de sujet dans sa parole. Pouvoir agir, faire des choses de telle façon que nous faisions advenir des changements dans la réalité, sur le cours des choses, et d'influencer les autres protagonismes de l'action. Pouvoir raconter, rassembler sa propre vie dans un récit intelligible et acceptable. La personnalité se construit par la narrativité. Notre identité est une identité narrative. La reconnaissance à partir des capacités est tout autre chose, un tout autre projet que la reconnaissance en termes de compétences. Les représentations négatives de la figure du parent participent de leur non-reconnaissance. Les parents intériorisent ce manque de légitimité renvoyé par l'institution et le poids de la stigmatisation peut être source d'impuissance vis-à-vis des professionnels. Le problème pour les parents de la protection de l'enfance n'est pas seulement d'être invisibles, mais aussi d'être inaudibles. Inaudibles, ils sont de moins en moins d'espace, de parole, de temps et de lieux où ils pourraient s'exprimer. Impossible de joindre les référents, disent-ils. On tombe toujours sur le répondeur, ou bien le référent est parti et personne ne le remplace. Inaudibles, leurs demandes restent en suspens, pas de réponse. Demande de voir le carnet de santé, d'être informés sur la scolarité. Inaudibles, les plaintes concernant la prise en charge de leur enfant sont interprétées comme une protestation contre le placement ou de la rivalité avec le placement familial, mais rarement comme une préoccupation parentale. Cette parole non entendue renvoie au sentiment d'invisibilité et d'impuissance. Même lorsqu'ils sont associés à la prise en charge de leur enfant, les parents redoutent le regard du professionnel expert qui détient le savoir. Ils n'ont pas un sentiment de légitimité suffisant pour oser l'affrontement lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Reconnaître leur capacité de dire nécessite de les entendre, d'apporter du crédit à leurs paroles, d'en reconnaître la légitimité, parfois de se faire le porte-parole de ce qu'ils ont à dire. Leur capacité d'agir est entravée par une méconnaissance de leurs droits et un sentiment d'impuissance, sentiment que quoi qu'ils fassent, ils se heurteront à une fin de non-recevoir. Ils ont peu confiance en leur capacité de pouvoir changer le cours des choses, en anticipant leur échec face à ce qu'ils perçoivent d'une toute-puissance des institutions. Nous pouvons les soutenir et les aider à apporter un démenti à ce sentiment d'échec inéluctable de tout ce qu'ils entreprennent, sans toutefois céder à la tentation de faire leur place. Pouvoir raconter. Cette capacité touche à l'identité, par là même à l'estime de soi. Paul Ricoeur distingue deux identités. L'identité idem, qui désigne l'ensemble des dispositions durables à quoi on reconnaît quelqu'un et représente une certaine permanence du sujet. C'est ce qui fait qu'on me reconnaît, que je me reconnais à travers certains traits de mon caractère. L'identité ipsée, qui, elle, est mouvante, elle tient compte des processus de changement et permet d'imaginer un rapport au monde différent avec un sentiment de perspective et d'ouverture à la possibilité de se voir autre. C'est dans et à travers le récit que cette capacité prend forme. L'identité narrative se constitue dans un rapport dialectique entre l'idem et l'ipsé. La narration, nous dit Ricoeur, c'est d'abord l'ancrage dans ce désir de savoir qui nous sommes vraiment. La narration, c'est aussi la formulation de la plainte, de la promesse trahie, écrasée. La narration, c'est le lieu où s'imaginent d'autres rapports à soi, au temps, aux autres et à d'autres mondes possibles. Lorsque nous rencontrons pour la première fois une famille qui nous est adressée, nous l'invitons à nous donner sa version de son histoire, sans reprendre le récit qui nous est adressé. Reprendre est un mot très usité dans le vocabulaire psychosocial sous la forme de « on reprend avec les parents » ou « on reprend les parents », une manière de rectifier leurs récits, leur comportement, pour les remettre dans le droit chemin de la vérité du professionnel ou de la vérité de la norme. Dans le récit qu'ils font des motifs du placement, ils sont souvent victimes d'incompétence, ils sont souvent victimes d'incompréhension, d'injustice, de malchance. C'est leur vérité, nous l'acceptons comme telle.
Nous entendons souvent qu'il faudrait que les parents reconnaissent bien le bien fondé du placement, autrement dit qu'ils avouent qu'ils en sont responsables, comme si cette responsabilité-culpabilité pouvait être un gage d'une remise en cause annonciatrice d'un changement. Mais elle n'est pas une manière pour les professionnels, mais n'est-ce-t-elle pas une manière pour les professionnels d'amoindrir la culpabilité, d'être peu ou prou impliqués dans la décision de placement et des souffrances qui en résultent? Les parents et les enfants que nous rencontrons sont racontés par d'autres, par des professionnels de l'aide sociale qui détiennent d'eux une histoire figée, construite à travers des rapports et des synthèses, histoire tenus pour la vraie histoire de leur vie, histoire de défaillance, de ratage et d'échec, de tout ce qui a présidé à la mesure du placement. Tout est dit. On pourrait dire à l'extrême que l'usager est assigné à son identité idem, au sens où c'est l'invariant de son être au monde qui lui tient lieu d'identité. Être une fois pour toutes un incapable, c'est bien la perception qu'a de lui-même le sujet honteux. Si aucune place n'est accordée pour un récit de soi qui permettrait de se rapprocher d'un idéal du moi perdu et d'une reconstruction narcissiquement plus acceptable, le sujet est condamné à son invisibilité. Le récit des enfants, comme ceux des parents, concernant les motifs du placement et plus largement leur vie, relève d'une tentative de retrouver un sens à ce qu'ils ont vécu. Le récit permet à l'individu de faire de sa vie une histoire et d'en devenir le sujet. Je me raconte, donc j'existe, j'atteste de mon existence aux yeux des autres dans les récits de ma vie. Paul Ricoeur. Une jeune fille me racontait qu'elle ne voulait plus parler de ses parents avec son éducatrice parce que celle-ci prétendait que ses parents étaient malades. Or, elle savait qu'il n'en était rien. Sa grand-mère leur avait jeté un sort, c'était la raison de leur comportement troublé. Elle aussi avait reçu un sort, mais ses parents l'avaient emmenée chez un désensorceleur. Ils n'avaient pas assez d'argent pour être désensorcelés eux-mêmes. Par ce récit, elle n'occultait pas les troubles de ses parents, qui justifiait son placement, mais en donnait une compréhension qui lui faisait moins honte. Elle en faisait aussi de bons parents, des parents qui s'étaient en quelque sorte sacrifiés pour elle. Les enfants ont eux aussi affaire à la honte. Honte d'avoir des parents honteux, honte d'avoir honte de leurs parents, honte d'être des enfants placés. Ils nous en disent quelquefois, indirectement, quelque chose du genre « ferme la porte pour qu'on ne voit pas ma mère, elle me fait honte ». Nous pouvons comprendre au sens de prendre avec eux, accompagner et partager ce sentiment de honte lorsqu'ils la formulent. Mais à travers le regard que nous portons sur leurs parents, c'est à travers le regard que nous portons sur leurs parents qu'ils pourront peut-être mieux accepter ce qu'ils sont sans trop de honte. C'est aussi en accompagnant le récit qu'ils feront au fil du temps que nous les aiderons à faire avec leur histoire. L'enjeu d'une visite médiatisée, si on pense ce cadre sur le versant thérapeutique, pourrait bien être l'accueil de ces récits, parfois de les solliciter lorsqu'ils sont retenus par la peur de n'être pas entendus ou la honte qui assigne au silence. Le récit a besoin d'un autre à qui l'adresser. Le fait d'être entendu, cru, accueilli par cet autre permet de se sentir exister et digne d'intérêt. C'est dans le regard de l'autre que s'éprouve la honte, c'est dans un regard qui reconnaît un homme capable que la honte peut s'effacer. Faire de la visite médiatisée un lieu du possible pour qu'advienne une réappropriation de son histoire, un lieu de restauration des capacités, telle pourrait être une clinique qui prend compte de la honte, qu'elle soit manifeste ou supposée. Elle n'est jamais très loin lorsqu'il est question de parents et d'enfants dans un dispositif d'aide sociale. Déjouer la honte en empruntant le chemin de la reconnaissance, une proposition pour un travail clinique dans le respect des enfants et de leurs parents. Je laisse le dernier mot à Secher. On ne respecte réellement la dignité de l'enfant que lorsque l'on respecte celle de ses parents et réciproquement. Merci.